On se pose souvent la question à savoir si l'adolescence typique, avec son lot d'impulsivité et d'inattention, est facilement distinguable de la manifestation du TDAH à l'adolescence. Pour répondre à cette question, on va d'abord penser à l'aspect diagnostique. Donc l'adolescence, de l'âge d'environ 10 ans à 20 ans, va être une période où bien évidemment l'individu va nouer des nouvelles relations, va faire face à des défis d'autonomisation, va avoir une pression plus importante. Et par rapport au TDAH, les questions au niveau du diagnostic qui vont se poser vont être de savoir finalement quelles sources d'informations sont les plus pertinentes. La recherche suggère que les sources d'informations qui proviennent particulièrement des parents, mais aussi des enseignants responsables de l'adolescence sont vraiment les sources les plus fiables pour bien comprendre et évaluer l'impact des symptômes d'inattention ou d'hyperactivité. Maintenant, il faut aussi savoir que l'impulsivité à l'adolescence, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en général va en diminuant avec l'âge qui avance. Ceci dit, des chercheurs cliniciens comme par exemple Margaret Sibley et collaborateurs ont suivi de manière longitudinale, donc sur plusieurs années, des enfants et des adolescents avec le diagnostic. Et leur recommandation par rapport spécifiquement à l'impulsivité est de se pencher sur les conséquences fonctionnelles de l'impulsivité. À savoir, même s'il y a peut-être peu de symptômes impulsifs, combien ces symptômes vont perturber le fonctionnement scolaire, relationnel et au niveau, par exemple, du développement de l'autonomie. Ensuite, dans la procédure d'évaluation et du diagnostic, on va souvent demander aux parents et aux jeunes de se rappeler de l'enfance et de décrire les difficultés de comportement, d'attention au cours de l'enfance. La question qui se pose, c'est à quel point on peut faire confiance que ces dires représentent vraiment ce qui s'est déroulé au cours de l'enfance. Alors, plusieurs chercheurs se sont vraiment posé cette question et ils ont en fait étudié toute une série d'enfants où ils ont fait plusieurs observations au sujet de leur comportement et de leurs difficultés d'attention. Et ensuite, ils les ont suivis pendant presque 10 ans, des fois même un peu plus. Ensuite, on posait ces questions diagnostiques aux parents et aux adolescents au sujet de leur enfance. Ce que ces chercheurs ont remarqué, c'est que c'était surtout les dires des parents qui correspondaient plus exactement aux observations qui avaient été récoltées au cours de l'enfance. Pour continuer sur ce thème d'évaluation, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce qu'il y a des symptômes qui sont, on va dire, plus importants, plus spécifiques chez l'adolescent, ou du moins des symptômes auxquels on voudrait vraiment faire attention? Alors, il y en a deux en particulier qui ne sont pas nécessairement des symptômes directement liés aux troubles de l'attention, mais qui sont des symptômes importants, à savoir par exemple une baisse motivationnelle importante ou alors des problèmes de sommeil. Alors commençons par la baisse motivationnelle. On a beaucoup de travaux qui effectivement font le lien entre motivation et TDAH et en particulier en lien avec le système de récompense qui serait atypique au niveau du TDAH avec une nécessité d'une stimulation plus importante pour activer la récompense. Alors effectivement, c'est juste de dire qu'il y a un lien entre motivation, système de récompense et TDAH, mais il ne faut pas oublier ici qu'on parle d'adolescents. Donc on doit vraiment élargir notre focale et puis se rappeler en fait que la motivation à l'adolescence est aussi liée beaucoup aux relations interpersonnelles, aux relations significatives avec des pairs, à la place que le jeune peut prendre dans un groupe, au rôle qu'il peut avoir dans un groupe, et ce n'est pas seulement lié aux performances scolaires et au TDAH.
Donc lorsqu'on analyse vraiment la problématique de la motivation, il faut vraiment essayer d'avoir une évaluation qui soit la plus compréhensive possible des phénomènes de l'adolescence. Ensuite, on va aussi vouloir porter une attention très particulière au sommeil. Alors, il y a une vulnérabilité spécifique à avoir des troubles de sommeil lorsqu'on a un diagnostic de TDAH. Et bien sûr, l'adolescence vient parfois perturber, modifier les cycles de sommeil. Ici, tout ce qui peut être mis en place en termes de routine, en termes de tous les comportements, on va dire, d'hygiène quotidienne autour d'avoir justement des petits rituels, éteindre les écrans bien avant le coucher, vont jouer une importance très significative en lien avec la problématique du sommeil et du TDAH. Et la raison, on va dire, principale est bien sûr que le sommeil est garant du repos qu'on va pouvoir donner à toutes nos facultés de régulation. Donc ça va comprendre la régulation de l'attention, mais aussi ça va beaucoup influencer la régulation des émotions. Donc des individus adolescents avec un TDAH et des troubles du sommeil vont plus avoir tendance à développer des troubles par exemple anxieux ou dépressifs. Donc, les problèmes associés au TDAH vont souvent être associés à des problèmes de sommeil. Donc, bien important de garder un œil là-dessus. Alors, plus l'individu a des problèmes associés à son TDAH, plus le TDAH qui se manifeste à l'adolescence aura tendance à se poursuivre et avoir un impact sur la vie adulte. On croit aussi, certaines études suggèrent qu'un diagnostic TDAH de type combiné, c'est-à-dire et inattentif et impulsif, prédit également une plus grande stabilité du diagnostic. Mais comme on le verra plus tard lorsqu'on analysera ensemble plusieurs études longitudinales, on verra en fait que les diagnostics sont souvent instables au cours de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte, donc au cours du développement. Néanmoins, certaines dimensions symptomatiques, notamment l'inattention, va être beaucoup plus stable que d'autres dimensions, comme par exemple l'impulsivité. Donc récapitulons un peu ce que nous avons vu dans cette séquence. D'abord, au niveau de l'adolescence et du TDAH, on veut s'intéresser à différentes sources d'informations pour pouvoir poser le diagnostic, notamment des informations qui proviennent des parents, qui sont plus fiables aussi au niveau temporel, et aussi des informations in situ sur le lieu d'école, notamment avec les enseignants et les témoignages des enseignants. Ensuite, on va aussi beaucoup s'intéresser à certains symptômes spécifiques. L'impulsivité, on sait, va aller en descendant, mais on veut vraiment s'intéresser à l'impact fonctionnel de cette impulsivité pour le jeune. On va aussi vouloir aller évaluer les aspects motivationnels, sans doute aussi les aspects du sommeil. Enfin, on va particulièrement à l'adolescence vouloir analyser l'ensemble des problèmes associés, sachant que les problèmes associés au TDAH vont être prédicteurs probablement d'un plus grand besoin d'intervention, mais également d'une stabilité du diagnostic et de l'impact des symptômes au cours du temps et dans le développement de l'âge adulte. Donc tous ces points-là spécifiques à l'adolescence sont vraiment importants à prendre en compte. Hélas, dans le champ de la recherche dans le TDAH, le champ de l'adolescence est sans doute le moins étudié comparé à l'enfance ou à l'âge adulte. Donc, on va avoir probablement beaucoup de connaissances qui vont être générées dans les prochaines années pour mieux comprendre à quel point le développement du cerveau qui a lieu à l'adolescence est aussi en lien avec certaines manifestations spécifiques du TDAH.